Avoir un travail, c'est bien, mais pouvoir choisir son travail, c'est mieux. Chez Actual, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous accompagnons pour vous proposer des postes qui vous correspondent. Pour passer le pas, il y a forcément une agence Actual près de chez vous. Actual, construisons ensemble votre travail. Qu'est-ce que tu es ton bac, Octavia ? Pour te donner une idée, selon l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, en France, les gens gardent leur smartphone en moyenne entre 2 et 3 ans, alors que la durée de vie potentielle de ces appareils est d'au moins 5 ans et même jusqu'à 10 ans pour certains téléphones. Et ça, Valentine, ça a un impact sur l'environnement. Gabriel nous pose une question à ce sujet. Est-il meilleur pour la planète d'acheter un téléphone reconditionné ou un téléphone neuf ? Alors si tu veux limiter ton impact carbone, Gabriel, il vaut mieux acheter un téléphone reconditionné, car ce qui pèse le plus dans le bilan carbone d'un smartphone, à 98%, c'est sa fabrication. Et finalement, l'utilisation du téléphone, ça ne représente que 2% de son impact sur l'environnement. Et oui, c'est ce que m'a expliqué Erwan Fanja, qui est coordinateur du service sobriété numérique à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Il a dirigé une vaste étude sur les produits reconditionnés et j'ai demandé à Erwan Fanja ce qui, dans la fabrication d'un smartphone, est mauvais pour la planète. Il faut aller extraire beaucoup de métaux. On va retrouver une 50aine de métaux dans ces smartphones. Et donc, ces métaux, ça se trouve dans des mines. Il faut creuser très profond. Il faut exclaver beaucoup de terre. Et pour un smartphone qui pèse à peu près 200 grammes, on va aller extraire 200 kilos de matière. Et ces métaux, ce sont par exemple l'aluminium, le cuivre ou encore l'or, des composants qui sont extraits très loin de chez nous, en Chine et en Afrique principalement, dans des conditions souvent très difficiles. En République démocratique du Congo, par exemple, des milliers d'enfants travaillent dans les mines de cobalt, un métal qui sert à la fabrication des batteries. Alors Valentine, à propos des batteries, Maxime a une question. Je me demande si le reconditionné est une nouvelle forme de pollution, car on fabrique des batteries afin de ne pas trop polluer, mais le reconditionné a une durée de vie moins importante ? Alors tu as raison sur un point, Maxime, plus il y a de pièces changées, plus l'avantage écologique se réduit. Mais ce qu'a montré l'ADEME, c'est que le reconditionné reste quand même plus vertueux que le neuf, et plus le reconditionnement intervient tard, plus l'avantage est grand. Acheter un smartphone qui a déjà été utilisé 3 ans, cela a 8 fois moins d'impact sur l'environnement que d'acheter le même modèle neuf. De manière générale, le conseil que m'a donné Erwan Fanja, c'est de garder son téléphone le plus longtemps possible, qu'on l'ait acheté neuf ou reconditionné, le protéger et en prendre soin, et en cas de choc, le faire réparer plutôt que de s'en débarrasser. Merci Valentine Joubin. Alors ce rendez-vous le vrai ou faux junior, eh bien comme à chaque fois, ça se télécharge avec son smartphone par exemple, avec l'application Radio France. Les conseils sur la page dédiée sur franceinfo.fr. Et puis un grand merci aux élèves des collèges Émile Combes à Bordeaux et Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Dans les prochaines minutes sur France Info, nous retournerons en Martinique. Plus d'1 mois maintenant de soulèvement contre la vie chère, avec de nouveaux développements la nuit dernière et l'envahissement du tarmac de Fort-de-France. Une réunion en cours pour tenter de trouver une sortie de crise. France Info Météo, avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com. Les prévisions Météo France sont signées aujourd'hui Sébastien Léas. Les conditions vont à nouveau devenir perturbées demain, mais les cumuls de pluie attendus seront plus raisonnables qu'en début de semaine. Demain, des pluies vont donc se mettre en place sur le Languedoc, devenant durables sur les Cévennes. En matinée, il va aussi pleuvoir de la Bretagne et du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au sud du bassin parisien, en Bourgogne et au Lyonnais. Cette perturbation pluvieuse s'étendra ensuite au nord de la Loire jusqu'en Lorraine, aux Ardennes et à l'Aisne l'après-midi. Des averses prenant le relais du Limousin à Auvergne-Rhône-Alpes. Près de la Manche, quelques éclaircies reviendront. Le sud-ouest aura aussi un temps plus lumineux demain, malgré un ciel bien voilé. Les températures amorceront une hausse. Les maximales seront comprises entre 14 et 20 degrés sur la moitié nord et entre 16 et 23 degrés plus au sud, avec jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Sébastien Léas pour ses prévisions Météo France. Merci à vous d'écouter France Info. Il est 17h. France Info, 15h, 18h. Augustin Arrivé. Bonsoir Théo Metton-Régimbaud. Bonsoir Augustin, bonsoir à tous. Le gouvernement veut aussi taxer le gaz. Après avoir présenté le budget hier pour l'année prochaine, en plus de l'électricité, le gouvernement veut donc augmenter les impôts sur le gaz. Tous les détails à suivre. Dans l'actualité également ce soir, les conséquences de la dépression Kirk. À Longjumeau, en Essonne, le centre-ville est sous les eaux. Témoignage d'une habitante. Au Proche-Orient, de nouveaux tirs israéliens contre la FINUL, la force des Nations Unies au Liban. Paris convoque l'ambassadeur
l'ambassadeur israélien. La communauté internationale réagit. Et puis bientôt la retraite pour Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Son départ de l'entreprise prévu début 2026. Quel sera son héritage ? Nous en parlons dans la prochaine demi-heure. Le gouvernement veut proposer une hausse de la fiscalité sur le gaz dans sa quête d'économie pour redresser les comptes publics l'an prochain. Dans le projet de loi de finances 2025 présenté hier soir, l'exécutif indique vouloir récupérer 3 milliards d'euros de plus que prévu avec la hausse d'une taxe sur l'électricité et aujourd'hui, désormais, Lauriane Delanoë sur le gaz. Oui, c'est l'annonce de la ministre de la Transition écologique. Le gouvernement va proposer une hausse de la fiscalité sur le gaz par amendement dans les débats parlementaires. Est-ce que cette hausse touchera tous les contrats de gaz des ménages et des entreprises ou sera-t-elle ciblée ? Et quel sera son niveau, sachant que la principale taxe sur le gaz a déjà doublé en janvier dernier avec la sortie du bouclier tarifaire. Agnès Pannier-Runacher ne précise pas pour l'instant. Elle explique seulement le principe, donner des signaux cohérents entre les énergies fossiles, le gaz, et décarboner l'électricité. Car vous le disiez, le gouvernement veut relever un impôt sur l'électricité, une taxe baissée à presque rien au plus fort de la crise énergétique en 2022. Elle devait retrouver son niveau d'avant-crise en février prochain. Le nouveau gouvernement prévoit de l'augmenter plus fortement encore, mais il s'engage cependant. Malgré cette surtaxe, la facture globale d'électricité doit baisser pour la grande majorité des Français car les prix baissent sur les marchés. Les explications de Lauriane Delanoë. L'UFC Que Choisir dénonce un scandale fiscal. Dans ce budget 2025, le sport aussi va voir son budget raboté, moins 268 millions d'euros. Et même si ces coupes étaient attendues avec la fin des Jeux de Paris, une telle baisse est un gros coup de froid, Emma Sarango. Une baisse de près de 25%, c'est encore plus que le recul attendu. Alors bien sûr, il y a des dépenses qui de fait n'ont plus lieu d'être puisque les JO sont terminés. On pense aux primes pour les athlètes médaillés ou encore au programme de billetterie sociale pour les publics prioritaires. Tout ça est rayé des lignes de compte et ça représente environ 150 millions d'euros d'économies. Sauf que ça ne s'arrête pas là puisque le budget est amputé quasiment du double. Donc cela veut dire qu'il y a encore 115 millions d'euros de coupes à réaliser ailleurs que dans les dépenses purement olympiques. Et ça va se traduire dans ce qui était censé être l'héritage des Jeux, la promesse olympique. Un exemple, les nouveaux équipements sportifs, l'enveloppe destinée au plan 5000 terrains est désormais gelé pour 2025, 300 millions d'euros. Et certains programmes phares du précédent ministère sont également amputés. Le passeport, qui est une aide à la souscription d'une licence en club, coupé de 10 millions d'euros, 4 millions d'euros pour le dispositif 2 heures de sport au collège. Finalement, regrette le monde sportif, c'est le sport amateur, le sport de masse, celui qui doit fournir les champions de demain, qui est le plus touché par ces économies. Emma Sarango, service des sports de Radio France. La dépression Kirk et ses conséquences encore aujourd'hui. La Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loir restent en vigilance rouge au cru ce soir. Le Loir-et-Cher en alerte orange. Des dégâts en région parisienne. En Essonne notamment, le centre-ville de Longjumeau a été complètement noyé sous l'eau hier soir. Une quarantaine d'habitants ont trouvé refuge dans un gymnase de la ville. Comme Alia, elle a tout perdu dans ces inondations. Toute ma vie, mes affaires, mon ordinateur, toute ma vie. Si je vous montre les vidéos, c'est digne d'une série d'horreur sur Netflix. Là, c'est tous les vêtements de ma fille. Il n'y a plus rien à récupérer. Tout un meuble qui est assez haut. Je ne pensais pas que l'eau allait arriver jusqu'au-dessus de la taille. Là, vous voyez les matelas flottés, les affaires, les chaises, les vêtements, le lit. Même si ça va sécher, il n'y a plus rien à récupérer. Je vais faire quoi ? Déjà que personne ne veut louer à une mère isolée, mais avec mes revenus modestes, je peine à peine à vivoter avec ma fille et mes 2 chiennes. Donc là, derrière, vous voyez le peu que j'ai essayé d'avoir un semblant de vie. Et là, ma vie, elle est complètement changée, complètement chamboulée. 360 degrés, changement total. Voilà. Cette habitante de Longjumeau, micro de Valentin Barthévian de France Bleu Paris. En Martinique, les violences de ces dernières heures ont fait 3 morts selon la procureure de la République. Hier, des manifestants anti-vie chère ont envahi les pistes de l'aéroport de Fort-de-France. Aujourd'hui, le calme est revenu selon la députée Béatrice Bellet. L'aéroport a d'ailleurs rouvert. Un lycée professionnel des quartiers nord de Marseille visé par des tirs de mortier d'artifice ce matin tôt. Une dizaine de jeunes ont incendié des poubelles devant l'établissement. Ils ont créé
créé un barrage pour empêcher l'entrée des élèves. Le lycée a fermé pour la journée et la direction porte plainte. L'ambassadeur israélien à Paris convoqué par le Quai d'Orsay aujourd'hui. Après les tirs israéliens contre la FINUL, il s'agit des casques bleus de l'ONU positionnés notamment au sud Liban. La France condamne la poursuite des tirs, dit le ministère des Affaires étrangères, alors que les actions hostiles se répètent. Bonsoir Christian Chesneau. Bonsoir. Les protestations se font de plus en plus vives contre l'opération d'Israël au sud Liban. Oui, les réactions sont unanimes pour condamner le comportement de l'armée israélienne au sud Liban. Tirer sur les casques bleus ne peut être toléré ou accepté, a fait savoir le Premier ministre irlandais Simon Harris, alors que Londres se dit concerné. L'Italie évoque de possibles crimes de guerre commis par les soldats israéliens, tandis que le président du Conseil européen, Charles Michel, condamne une attaque irresponsable et inacceptable selon ses mots. La France, qui déploie environ 700 soldats au sein de la FINUL sur environ 10 000 issus d'une quarantaine de nationalités, rappelle que la protection des casques bleus est une obligation qui s'impose à tous et appelle Israël à cesser immédiatement ses attaques contre les soldats de la paix. Depuis plusieurs jours, les tirs visant les positions de la FINUL se sont multipliés. Ils ont fait 4 blessés, dont un grave parmi les contingents indonésiens et sri-lankais. Face aux critiques, Israël annonce mener un examen approfondi au plus haut niveau de ces incidents. Christian Chesneau, par ailleurs, ce soir, l'armée libanaise annonce la mort de 2 soldats dans des tirs israéliens sur une de ses positions. Le prix Nobel de la paix récompense cette année l'organisation anti-armes atomiques Nihon Hidankyo. Elle regroupe des survivants de bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. L'association ICAN, aussi engagée dans le désarmement nucléaire, avait reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Patrice Bouvray est porte-parole d'ICAN France et directeur de l'Observatoire du désarmement. Ça montre l'urgence qu'il y a à abolir les armes nucléaires, dans la mesure où on a vu, ne serait-ce qu'avec le conflit en Ukraine, l'utilisation de la menace nucléaire de manière très forte et régulière par Vladimir Poutine pour pouvoir mener la guerre comme il l'entend. Donc c'est un signe donné à ce niveau-là. Vous avez le sentiment qu'on renucléarise un petit peu la planète ? Les puissances nucléaires renucléarisent la planète parce qu'elles ont peur de perdre ce privilège qu'elles se sont octroyés avec cette arme nucléaire. Et donc ce prix Nobel quand même permet de remettre dans les médias à la lumière de tout le monde qu'il est important d'éliminer les armes nucléaires, compte tenu ne serait-ce que des victimes qu'elles ont fait en 1945 et qui continuent de souffrir de cette arme qui a été utilisée contre Hiroshima et Nagasaki. Patrice Bouvray, le porte-parole d'ICAN France et directeur de l'Observatoire du désarmement sur France Info. Et puis un robot taxi Tesla autonome à $30 000. Le milliardaire Elon Musk l'a dévoilé hier à Los Angeles. Pas de volant, pas de pédale. Il doit être produit avant 2027, mais il doit passer d'ici là les tests techniques et réglementaires. Merci Théo. Mettons Régimbaud. Nous retournons en Martinique dans les prochaines minutes. Sur France Info, quelle est la situation sur place après cette nouvelle nuit de violence la nuit dernière et l'envahissement notamment du tarmac de l'aéroport de Fort-de-France. Bon, que faisiez-vous mardi à 17h ? Mais je vous l'ai dit, j'étais aux portes vraiment ouvertes Volkswagen pour profiter du Taigo à 169 € par mois. Oui, vous êtes vraiment en train de vous moquer de moi. Un Taigo Esprit là, ça n'existe pas. Vous allez avoir du mal à y croire, mais pendant les portes vraiment ouvertes Volkswagen du 10 au 14 octobre, le Taigo VV Edition est à partir de 169 € par mois. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 36 loyers de 169 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules dans la limite des stocks disponibles, conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. La Banque cantonale de Genève-France, banque de financement et de gestion privée, vous accompagne dans la valorisation et la diversification de votre patrimoine. Banque cantonale de Genève-France. France Info, 15h, 18h, Augustin Arrivé. Et toujours cette violence en Martinique, un mois de mobilisation et même davantage contre la vie chère dans l'île. Et malgré le couvre-feu chaque nuit, eh bien, les violences ont repris la nuit dernière. Bonjour Béatrice Duguet. Bonjour. Le parquet annonce même 3 morts, un homicide et puis 2 motards tués dans un accident de la circulation en marge de ces actions. Donc la violence toujours très présente. Oui, l'île est littéralement sans dessus dessous aujourd'hui. Fort-de-France, mais aussi le Lamentin, Ducos, le Carbet, les Trois-Îlets,
dès le François se sont réveillés dans une odeur de brûlé. Il reste des barrages sur les routes, circulation entravée par les voitures calcinées et les palmiers cisaillés. Au total, 150 véhicules sont partis en fumée car malgré ce couvre-feu décrété donc par le préfet hier soir et jusqu'à lundi au moins, eh bien les violences urbaines ont redoublé après une période d'accalmie de plusieurs semaines. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre et une grosse dizaine de commerces incendiés, pillés, des agences bancaires attaquées au tractopelle, même une pharmacie brûlée au Carbet. Point de crispation le plus notable sur quelques kilomètres d'autoroute entre le Lamentin et Fort-de-France où une soixantaine de motards ont harcelé les forces de l'ordre. Les établissements scolaires restent fermés aujourd'hui. Les salariés qu'ils peuvent télétravaillent pour beaucoup, histoire d'éviter les déplacements. Et puis ceux qui vont travailler, eh bien, n'emmènent pas très large. Ils pensent surtout au retour ce soir, puisque la situation reste incertaine, même si elle semble plus calme depuis quelques heures. Voilà, rappelons que nous sommes en fin de matinée à Fort-de-France. Il est un peu plus de 11h, 11h11 au moment où l'on parle. Et donc les espoirs qui reposent désormais sur des négociations en cours ? Oui, les négociations avancent. Après une journée entière hier à trouver un terrain d'entente, la 5e du genre, les militants contre la vie chère, les collectivités locales, les acteurs économiques et les services de l'État semblent avoir établi la colonne vertébrale d'un accord. Il concernerait 54 familles de produits pour les consommateurs qui seraient exonérés de l'octroi de mer, cette taxe douanière qui alimente en fait les finances des collectivités locales et territoriales. Les exonérations de TVA, elles, concerneraient 69 familles de produits. Et la grande distribution, c'est important, elle est aux mains seulement de 2 propriétaires. Elle s'engagerait à répercuter au centime près ces baisses de prix générées, ce qui soulagerait les consommateurs. Reste à finaliser le mécanisme légal de tout cela, voir comment l'État et les collectivités vont s'y retrouver. Reste à signer aussi, bien évidemment, ce que le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens n'était pas prêt à faire hier soir, tout en étant conscient de l'urgence et de la gravité de la situation. Merci Béatrice Duguay. Bonjour Serge Letchimy. Oui, bonjour. Vous présidez le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Déjà, vous participez, je crois, à ces négociations. Est-ce qu'on se dirige effectivement vers une sortie de crise avec ces différents points listés par Béatrice Duguay, cette cinquantaine de produits, notamment exonérés bientôt peut-être, si ça aboutit, de taxes douanières, et puis cet engagement de la grande distribution à répercuter ça sur le tarif des mises en vente. Oui, la collectivité territoriale de Martinique dirige, anime, a pris en charge la négociation à travers une table ronde avec les autorités locales et nous sommes en train d'avancer très sérieusement. On a eu une réunion qui a duré plus de 12 heures hier de discussion, ça a été assez bien résumé. Je voulais quand même rappeler que le calme est revenu progressivement ce matin. On a eu hier une soirée plutôt exceptionnellement violente. On rentre dans un processus de révolte, même, je dirais même d'insurrection. Le sentiment que je sens, c'est une prolifération de violence sur toute la Martinique par rapport à un sujet qui est légitime, que de mon point de vue, sans pour cela que on puisse cautionner des violences de toute nature. À ce titre-là, je considère qu'il fallait absolument que l'État puisse assumer ses responsabilités, la collectivité territoriale bien sûr, mais c'est surtout le système économique qui est un système très prédateur au détriment des plus démunis, des plus pauvres, puisque c'est sous l'alimentaire que pèsent lourdement les factures de la vie. Et donc, avec cette exonération de taxes douanières, vous considérez que l'État assume sa responsabilité dans ce conflit ? Non, ça suffit pas. Il faut absolument aller beaucoup plus loin. L'État a fait des avancées. La TVA qui est diminuée, qui est à 2,10, n'aura pas une signification extrêmement forte. C'est surtout sur la continuité territoriale qu'il fallait que l'État fasse l'effort. Et le Premier ministre, M. Barnier, m'a eu au téléphone, on a discuté, et aussi sa lettre montre bien l'intention de l'État de participer financièrement à une continuité territoriale. Je vais vous donner un chiffre. Avec l'accord, c'est 200 millions d'euros environ de continuité territoriale, passagers et économique. Et pour l'ensemble des pays d'outre-mer, où on est sur 3 océans, c'est 54 millions d'euros. Donc il n'y a absolument pas de continuité territoriale. Et nous assumons seuls les processus d'arrivée et de départ des marchandises de première nécessité. Donc le pas qui est franchi par l'État sur
la continuité territoriale qui serait financée à hauteur de 11-12 millions d'euros pour permettre une arrivée de prix et baisser l'ordre de 67% le surcoût moyen de 40%, me semble une bonne orientation. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'obtenir des moyens de baisser les prix, parce que si on ne fait que baisser les prix, on va augmenter le volume d'importation. Il faut relancer la production locale martiniquaise aussi. Ce combat-là est à mener, notamment comment financer la diversification agricole, puisque l'autonomie alimentaire, on ne l'a pas. On est à 18-20% de production de ce que nous consommons. Cela veut dire qu'il y a 80% de ce qu'on consomme qui vient depuis Paris, Bordeaux, d'Europe, etc. Cette dépendance alimentaire pose aussi un problème extrêmement grave. Donc nous sommes en train d'avancer avec les 22 propositions qui sont formulées et nous espérons cet après-midi conclure, mais il faut que chacun aille beaucoup plus loin, notamment les distributeurs qui doivent faire un effort sur leurs marges et les processus de cumul de marge que nous connaissons actuellement. Et solliciter davantage les producteurs antillais. Si l'on vous entend bien, on va continuer de parler de tout ça. Restez avec nous si vous le voulez bien, Serge Letchimy. Le fil info d'abord à 17h15. C'est avec Théo Metton-Régimbaud. Les attaques contre la FINUL, la force des Nations Unies au Liban, constituent des violations graves du droit international et doivent cesser immédiatement, dénonce ce soir le Quai d'Orsay. L'ambassadeur israélien à Paris a été convoqué. Aujourd'hui, de nouveaux tirs israéliens contre les casques bleus ont blessé 2 soldats au sud du Liban. L'armée israélienne dit à l'instant avoir tiré en direction d'une menace proche de leur position. Volodymyr Zelensky demande à l'Allemagne de ne pas baisser son aide à l'Ukraine alors que Berlin prévoit de diviser par 2 l'an prochain le montant. Le président ukrainien était dans la capitale allemande cet après-midi pour rencontrer le chancelier. Il était plutôt au Vatican en audience avec le pape François à qui il demande de l'aide pour libérer les prisonniers ukrainiens de Moscou. L'ex-fugitif Thierry Assion, condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Elle le reconnaît coupable de complicité, d'assassinat et escroquerie dans la mort d'un couple de restaurateurs au Guatemala il y a 30 ans. Il avait déjà été condamné mais en son absence en 2001 avant d'être retrouvé en 2021. La vigilance rouge aux crues se poursuit en Seine-et-Marne et en Eure-et-Loire. Vigilance orange maintenue également pour le Loir-et-Cher après le passage de la dépression Kirk. France Info. Vous êtes toujours avec nous, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Et à l'instant, vous nous disiez votre optimisme, semble-t-il, quant à l'issue des négociations en cours pour espérer un retour au calme, mais vous nous parliez aussi de situations de quasi-insurrection sur l'île. Lorsqu'il y a eu une insurrection, est-ce que vous pensez qu'on peut, en disant « ça y est, les négociations ont abouti », obtenir un retour au calme? Est-ce que vous êtes encore entendu? Heureusement, parce que si on n'avait pas pris en main les discussions et les négociations, on serait dans une situation catastrophique. Parce qu'il y a actuellement une crise de relations, au-delà même de cette crise que nous connaissons sur les prix. C'est l'expression d'un malaise extrêmement profond, de mal-développement dans les pays dits d'outre-mer, Antilles ou Haute-Calédonie ou Guadeloupe, Guyane. Il y a un profond malaise qui s'exprime par la voie de la cherté de la vie. Mais ce malaise ne va pas être effacé parce qu'on aura réglé ça par un protocole que j'espère signer très bientôt. Très bientôt, ça veut dire d'ici au prochain couvre-feu ce soir? Vous savez, lorsque vous négociez, je voudrais bien vous donner une date, une heure, un jour, une seconde, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons eu hier 12 heures de négociation. On est parti pour quelques heures de négociation. Ça demande des allers-retours puisque vous avez plusieurs structures, institutions ou collectivités concernées. La part de l'État, la part de la collectivité, la part des distributeurs. En gros, ce que je veux dire, on va trouver une solution et je pense, j'ai bon espoir de calmer tout et de revenir à une sérénité. Mais on ne va pas régler le malaise. Le malaise sera toujours profond tant que l'État ne reconnaît pas ce besoin d'émancipation, d'autonomie, notamment l'autonomie alimentaire, et d'organisation de ces pays sans pour cela être dans une dépendance de décision, quel que soit le processus. Vous vous rendez compte, pour pouvoir importer un produit à proximité d'une matière première, il faut passer par Paris pour demander une autorisation. Je vous pose la question de savoir s'il peut y avoir une issue dans les heures qui viennent ou si ça se compte en jours, parce que sans doute beaucoup de monde en Martinique ont pu être inquiets des derniers développemps la nuit dernière avec cet envahissement
nous faisons tout pour qu'il y ait une issue par rapport à la crise sur la vie chère. Et j'ai bon espoir qu'on trouve un accord de signature. Mais je vous répète, pour que vous l'entendiez bien, le malaise risque de continuer à perdurer. Peut-être certainement pas sous la forme d'une insurrection à nouveau dans les semaines qui viennent, mais c'est un malaise profond des relations. Le jour où la République entendra différemment ces peuples qui demandent plus de possibilités d'être émancipés, d'être libres, de s'organiser eux-mêmes sur place dans leur bassin maritime transfrontalier pour produire plus et ne pas importer, on sortira du malaise. C'est pas le cas. J'entends bien le malaise, j'entends bien les raisons. Comment est-ce que vous répondez aux personnes qui s'inquiètent de voir aujourd'hui des commerces pillés, le tarmac de l'aéroport envahi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la nuit prochaine, on se dise ça va être plus calme, ça va bien se passer? Nous avons acté 22 points de discussion et de négociation. Nous sommes plus ou moins plutôt d'accord sur pratiquement une vingtaine de points. Il reste 2 points sur lesquels nous devons absolument discuter. Si ces 2 points sont réglés d'ici l'après-midi, nous avons bon espoir de faire revenir tout le monde au calme et de recommencer à vivre normalement. Pas besoin, a priori, de renforcer le dispositif de sécurité en Martinique ? La réponse est pas je dirais pas seulement une réponse de sécurité systémique. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de sécurité publique, protéger les gens et les biens des personnes. Oui, il faut, mais une réponse que sur ce ton-là ne fait qu'exacerber la violence. Il faut pas du tout qu'il y ait que des réponses de type réponse police. Il faut absolument qu'il y ait ça, mais aussi l'ouverture d'un dialogue. Nous avons trop traîné et tardé pour avoir des réponses de l'État. On les a maintenant. Nous allons travailler pour sortir de cette crise. Merci Serge Letchimy depuis Fort-de-France, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. La ville de Crécy-la-Chapelle est toujours sous l'eau. Voilà l'une des communes les plus concernées par la hausse du niveau de l'eau suite à la tempête Kirk. La décrue a toutefois commencé. Valérie Pécresse est d'ailleurs venue sur place constater les dégâts. Bonjour Valentin Barthévian. Bonjour. Vous aussi, vous êtes sur place avec les moyens techniques de Florent Layani. L'heure est maintenant effectivement au constat des dégâts pour éviter que ce genre d'épisode se reproduise. Rappelons que c'est le 4e depuis le début de l'année dans cette commune. Exactement, et puis vous l'avez dit, d'abord Valérie Pécresse est arrivée aux alentours de 15h avec Jean-François Paregui, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, pour discuter avec notamment la maire de la commune, mais aussi les habitants sinistrés. D'abord, ils ont fait un point sur la situation. Vous vous en doutez, la maire a rappelé que 170 sinistrés avaient été rapatriés hier, une vingtaine encadrés. Elle a rappelé que maintenant, il va falloir faire le constat et surtout s'organiser au niveau du nettoyage. Valérie Pécresse a ensuite indiqué que la région Île-de-France allait aider les communes avec les fonds inondations. C'est un fonds qui permet aux communes d'acheter les équipements de pompage, les barques et de commencer la rénovation de bâtiments publics sans attendre le paiement des assurances. Mais elle appelle surtout à changer complètement la loi inondation et à transférer cette compétence à la région. On a besoin de solutions vraiment pérennes face à ces inondations et face à ce dérèglement climatique. Les solutions pérennes, elles passent par mettre tout le monde autour de la table et arrêter de donner la compétence inondation à des intercommunalités rurales de 15 ou 20 000 habitants qui n'ont absolument pas les moyens de mettre en place le drainage du territoire, les outils d'aménagement de l'eau qui sont nécessaires. Il faut dire que c'est une scène de chaos ici à Crécy-la-Chapelle où il y a encore beaucoup d'eau dans le centre du village. Il y a donc un ras-le-bol, vous vous en doutez, de la part des habitants qui craignent la suite.
Retour des intempéries. Écoutez Jean-François Parigui, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. On vient de vivre, comme je vous l'ai dit, pour certaines communes, la 4e inondation. Et là, on va rentrer dans la période de pluie. À partir du mois de novembre, décembre, janvier, c'est là qu'on va avoir le plus de pluie. Vous imaginez là le traumatisme chez les gens. Vous dire aussi, là, ce sera le rôle des législateurs, mais aussi des élus territoriaux que nous sommes, c'est de voir avec les assurances, parce que là aussi, c'est la grande peur. C'est au bout de 4 inondations. Certaines compagnies ne veulent plus assurer ces gens-là. Alors Valérie Pécresse a aussi indiqué, vous en doutez, que la ville allait être classée en catastrophe naturelle comme d'autres communes. En attendant, les efforts continuent. Selon un pompier, la décrue devrait durer plusieurs heures, voire même plusieurs jours. 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Et puis ensuite, débutera la phase de pompage quand ce sera possible. Valentin Barthévian, merci beaucoup avec Florent Layani depuis ce département de la Seine-et-Marne. Vigicru qui maintient ce soir la vigilance rouge autour de ce secteur du Grand Morin, comme c'est le cas sur les rives du Loir, en Eure-et-Loire. Prudence. Dans quelques jours, ce sera l'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris et comme si de rien n'était, le groupe Stellantis annonce par simple communiqué la retraite prochaine de son emblématique directeur général Carlos Tavares. Le géant issu de la fusion entre PSA, Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler va donc changer de dirigeant. Raphaël Ebenstein, retraite annoncée pour janvier 2026, ça ressemble à un désaveu. Rien ne transpire, évidemment, du communiqué. Le président du conseil d'administration de Stellantis, John Elkann, héritier de la famille Agnelli, propriétaire de Fiat, réaffirme même son soutien à Carlos Tavares. Mais le désamour semble perceptible entre les lignes. Et alors que l'hypothèse d'une prolongation du mandat de Carlos Tavares après 2026 semblait encore crédible avant l'été, John Elkann a dû entériner fin septembre une révision en forte baisse des objectifs financiers 2024 de Stellantis, alors qu'ils avaient pourtant été confirmés en juin. Une sortie de route qui a pu être perçue comme une forme d'aveuglement de Carlos Tavares, alors que Stellantis voyait déjà ses ventes fortement reculer depuis des mois aux États-Unis, et les critiques s'accumulaient sur la stratégie suivie, d'autant qu'il était considéré jusque-là comme un magicien de l'automobile. Il avait permis au groupe de dégager des marges opérationnelles records, cet indice qui mesure la rentabilité, en 2022 et en 2023, autour de 13%, 2 fois plus qu'attendu finalement cette année. Et est-ce que Carlos Tavares fait de son côté un mea culpa ? Pas vraiment, il relativise plutôt la révision des objectifs financiers, d'autant que d'autres constructeurs, dont BMW et Mercedes, ont dû faire de même. Et des proches du dossier assurent d'ailleurs qu'il garde les mains libres jusqu'à la fin de son mandat, avec toujours la même obsession, réduire les coûts, quitte à déplaire en interne. Souvent perçu comme un monstre froid, il préférait jouer la carte de l'ironie encore la semaine dernière lors d'une visite sur le site Stellantis de Sochaux, quand les rumeurs circulaient déjà sur son prochain remplacement. En 2026, la personne qui vous répond aura 68 ans. C'est un âge raisonnable pour prendre sa retraite, n'est-ce pas ? Enfin, si vous questionnez mon épouse, elle vous dira oui. Si vous questionnez mon épouse, elle vous dira que c'est une exigence de sa part. Reste que son départ marquera la fin d'une époque, alors qu'il avait pris la tête de PSA en avril 2014, après avoir été en quelque sorte le dauphin de Carlos Ghosn chez Renault. De quoi potentiellement inquiéter les salariés en France sur l'avenir du groupe et de ses usines, au cas où son successeur serait plus proche de John Elkann et des autres racines italiennes de Stellantis. Merci Raphaël Ebenstein, service économie de France Info, service économie sur tous les fronts. Aujourd'hui, et les tarifs de l'électricité vont probablement évoluer au vu des arbitrages du budget 2025. Nous en parlons avec l'invité éco ce soir. Bonjour Isabelle Raymond. Bonjour. Votre invitée, ce sera la présidente de l'Union française de l'électricité. C'est cela, Christine Goubet-Milot, qui s'inquiète effectivement de la hausse des taxes sur l'électricité prévue par le gouvernement. L'UFC Que Choisir, de son côté, dénonce un scandale fiscal. À tout à l'heure, 17h45. Grand frais. Ouais les gars, c'est Alex, votre batteur. Dites, pour le concert de demain, je peux pas, j'ai grand frais. Désolé, mais je préfère les pros du bien manger aux rockers amateurs. Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. Écoutez leurs conseils est déjà un plaisir. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Bienvenue à vous qui aimez recevoir pour l'apéro et à vos amis qui ne manquent jamais une occasion de s'inviter. En ce moment chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, comme nos 10 mini cheeseburgers. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. France Info Météo,
avec Malongo. Ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. Sébastien Léas à mes côtés pour les prévisions Météo France et le retour de la pluie demain. Oui, la calmie n'aura pas duré bien longtemps puisqu'une perturbation va nous arriver par l'Atlantique. Dès cette nuit, les pluies vont arriver sur la Bretagne pour se propager vers la Normandie et les Pays de la Loire demain matin en débordant vers le centre Val-de-Loire et le Limousin. Progressivement, ce front pluvieux va gagner le bassin parisien, les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Et dans le même temps, de l'air humide va aussi gagner le Languedoc en apportant des pluies de plus en plus régulières sur les Cévennes. Il faut aussi s'attendre à des averses demain entre le Poitou-Charentes, le Jura et Auvergne-Rhône-Alpes, alors que dans les plaines du sud-ouest, la journée se passera sous un soleil bien voilé. Les cumuls de pluie attendus seront quand même nettement plus raisonnables que ce qu'on a observé mercredi mais aussi lundi. Cela va tout de même ralentir la décrue. On rappelle que l'Eure-et-Loire et la Seine-et-Marne sont maintenus en vigilance rouge et que le Loir-et-Cher est en vigilance orange pour les crues. Et des températures en hausse ? Oui, malgré ce temps plutôt perturbé, les températures vont gagner quelques degrés demain. Alors sur une bonne partie nord-ouest, elles sont quand même sous les normales de saison. Seulement 14 degrés à Paris, on ira jusqu'à 20 degrés du côté de Nantes ou encore de Nevers. Prévoyez 18 degrés à Lyon, 23 degrés pour Toulouse et pour Perpignan. Merci Sébastien Léas pour ces prévisions Météo France. Il est 17h30. De Sophie Echen. En Martinique, les violences urbaines qui émaillent à nouveau l'île sur fond de mobilisation contre la vie chère ont fait au moins 3 morts, dont 2 motards qui ont eu un accident alors qu'ils roulaient à contresens, selon la procureure de la République en Martinique. La nuit dernière a de nouveau été le théâtre d'émeutes avec des pillages et des voitures brûlées. Une 50aine de personnes ont été placées en garde à vue. Ce drame avait suscité beaucoup d'émotions à Colmar. Il y a 2 ans, un réfugié afghan de 27 ans tué par balle après une dispute à propos d'un scooter trop bruyant. Le 14 août 2022, un groupe d'Afghans en bas d'un immeuble demandait à des jeunes de s'éloigner à cause du bruit de leurs 2 roues. Ces derniers étaient revenus armés, l'un d'eux touchant mortellement la victime. Le tireur âgé de 17 ans au moment des faits a été condamné aujourd'hui à 25 ans de prison, 20 ans pour son co-accusé qui lui avait remis l'arme. Les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti dans le nord-ouest d'Israël cet après-midi. Selon l'armée, en 3 minutes, 80 projectiles ont été tirés depuis le Liban voisin. Et alors que les combats se poursuivent entre le Hezbollah et Israël, l'armée libanaise dit avoir perdu 2 de ses soldats dans des tirs israéliens dans le sud du pays. 4 militaires libanais ont été tués depuis le début de l'intensification des frappes de l'État hébreu sur le Liban il y a près de 3 semaines. En parallèle, l'ambassadeur d'Israël en France est convoqué au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui après une nouvelle attaque israélienne contre le quartier général de la Finule. Ce matin, la force des Nations Unies au Liban. Comme hier, 2 autres casques bleus ont été blessés. L'armée israélienne dit avoir tiré en direction d'une menace proche de leur position. Ces attaques constituent des violations graves du droit international, dénonce le Quai d'Orsay. La décrue se poursuit lentement en Eure-et-Loire et en Seine-et-Marne, maintenue pour l'instant en vigilance rouge. Des pics sont encore attendus localement. Le Loir-et-Cher est en vigilance orange à Vendôme. L'hôpital et l'EHPAD de la ville ont été évacués par précaution. Sophie Echen, le Doliprane ne sera peut-être bientôt plus français. C'est le médicament le plus consommé en France. Mais le groupe Sanofi entend vendre l'une de ses filiales, Opella, celle qui produit précisément cet antalgique. C'est une information du groupe Les Échos. Et c'est un fonds d'investissement américain qui est entré en négociation exclusive. Bruno Bonnemain, merci d'être avec nous. Vous êtes le président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie. Alors le grand public n'est pas forcément connaisseur de la vitalité du marché du médicament, de ses habitudes. C'est exceptionnel ce type de vente ou ça arrive finalement souvent ? Fréquent, non, mais ça arrive régulièrement. En fait, beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques ont décidé de se concentrer sur des produits innovants et chers, et donc de vendre leur gamme de produits moins rentables et anciens. Vous savez, Servier a essayé de vendre Biogarant pour la même raison. Ils n'y sont pas réussis pour l'instant, mais c'était vraiment un mouvement assez général des grandes entreprises. Effectivement, ce qui surprend, c'est qu'on entend énormément parler notamment depuis le Covid, de souveraineté dans bien des domaines, mais notamment dans le médical. Et là, voilà un fleuron français qui pourrait passer sous pavillon étranger. Ça peut changer quelque chose à la distribution du médicament dans nos pharmacies si la France perd la direction de la production du Doliprane ? Alors, à court terme, sûrement pas. Je pense pas qu'il y ait de risque, évidemment, à court terme. Le problème, c'est quand les centres de décision ne sont plus en Europe, tout peut arriver. Et c'est bien le problème qu'on a avec l'Asie, avec la Chine et l'Inde,
qui peut tout d'un coup décider de ne plus fournir en priorité l'Europe. On pourrait très bien imaginer qu'à terme, ça soit la même chose pour les États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait un risque, encore une fois, à court terme, mais c'est évident que ça va à l'opposé de la politique que cherche à faire la France et l'Europe concernant le rapatriement des produits en Europe. Alors à quel délai vous mesurez le court terme ? À partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je pense que dans les 5-6 ans qui viennent, il n'y a aucun risque. Mais c'est après, je pense qu'on peut très bien imaginer que sur des produits qui ne sont pas très rentables, des gens jettent l'éponge et décident de faire autre chose. Est-ce que le gouvernement a des leviers d'action, un véritable moyen de pression pour éviter ce type de cession ? Oui, bien sûr, ils ont des moyens de pression, en particulier sur les prix. Je pense que c'est d'ailleurs sans doute ce qui va se passer. J'imagine que les négociations de prix vont tenir compte de l'endroit où est produit et où sont les centres de décision des produits. D'ailleurs, il y a toute une réflexion actuellement au niveau de la direction générale des entreprises pour trouver un système pour favoriser les produits qui sont produits en Europe. Donc, je pense qu'on va dans ce sens-là. Sur les raisons qui amènent Sanofi à faire ce choix, on le disait, il y a cette volonté de se recentrer sur les produits à plus forte valeur ajoutée, mais finalement, le Doliprane, ce n'est pas un produit qui entraîne des risques financiers, au contraire, c'est une machine à cash permanent. Pourquoi s'en séparer ? D'abord, je pense qu'on parle là de chiffre d'affaires qui est effectivement important. Au niveau des marges, ce sont des produits qui sont avec des marges très étroites, très faibles. Donc, je ne crois pas que ce soit un produit très rentable pour l'entreprise. C'est un produit qui représente un gros chiffre d'affaires, oui, mais pas forcément une grande rentabilité. Et dire plus globalement, ça pose le problème des prix des médicaments anciens indispensables, comme le Doliprane, qui ont progressivement découragé les laboratoires pharmaceutiques à maintenir une production et une commercialisation de produits anciens. Ça, c'est quand on voit les ruptures, par exemple, de médicaments qui existent depuis un certain nombre d'années, pratiquement la totalité, sinon plus de 80%, sont avec des produits qui ont des prix très très bas. Donc Sanofi, sans le Doliprane, ne risque absolument rien. Non, c'est absolument pas le risque pour eux, il n'est pas là. C'est aussi un laboratoire qui a perdu la course au vaccin Covid. Est-ce que c'est totalement décorrélé de cet événement passé où il peut y avoir aussi un lien et Sanofi peut payer maintenant cette défaite dans la course à la vaccination ? Je ne crois pas que c'est un impact quelconque sur les décisions de ce style, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui était déjà prévu depuis un certain temps. Ce détachement en fait des filiales peu rentables. Donc non, je ne crois pas que ça soit lié à ça. Sanofi, encore une fois, s'oriente vers des produits, vous parliez des anticancéreux par exemple, des produits beaucoup plus rentables. Merci Bruno Bonnemain, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie. Nous reparlons dans un instant des conséquences de la tempête Kirk avec le niveau de l'eau qui tarde à baisser dans les territoires les plus touchés. Nous filons en Seine-et-Marne dans un instant. Bienvenue aux gourmands qui attendent toujours le dessert avec impatience et qui n'hésiteront pas à se resservir. En ce moment, chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, comme notre assortiment de 12 macarons. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur picard.fr ou sur l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Enfin, des lunettes françaises plus accessibles. Chez Écoutez Voir, avec jusqu'à 60 € offerts sur nos collections Origine France garantie, la qualité française est à la portée de tous. Et avec plus de 100 modèles fabriqués dans le bassin du Jura, acheter ces lunettes chez Écoutez Voir, c'est soutenir l'emploi local. Rendez-vous en magasin. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Point de vente soumis au code de la mutualité, valable jusqu'au 31 décembre 2024. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Info. 15h, 18h. Augustin Rivet. Cette vigilance rouge maintenue par Vigicru ce soir, d'une part sur les rives du Loir, en Eure-et-Loire, et puis d'autre part autour du Grand Morin. En Seine-et-Marne, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, s'est rendue cet après-midi à Crécy-la-Chapelle pour constater les dégâts. On ne s'en éloigne pas trop, à vrai dire. Bonjour, Fabrice Marcilly. Bonjour. Vous êtes le maire de Condé, Saint-Libier, Stossier, en Seine-et-Marne, sur la rive droite du Grand Morin. Est-ce que vous confirmez d'abord qu'on entre dans cette phase de décrue ?
Alors nous sommes en bout de chaîne, je vais dire, du Morin. Donc nous, la décrue n'est pas encore amorcée chez nous. Elle sera amorcée que demain matin. Pour le moment, on est à une hauteur, on a atteint le pic de crue. Là, en ce moment, on est à plus d'1,80 m. On attend avec impatience, bien sûr, la décrue demain matin. Oui. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu dans quel état se trouve votre commune ? J'imagine 1,80 m d'eau, il y a beaucoup de dégâts. Notre commune, on est habitué aux inondations régulièrement. Le Morin déborde, mais pas à ce niveau-là. Ce qui est vraiment gênant, c'est la récurrence. C'est la 5e fois cette année, 5e fois. Mais là, par contre, c'est du jamais vu. Oui, 1,80 m, mais les 2 écoles sont fermées. Les 2 écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La mairie est sous l'eau, donc on a fait notre PC de sécurité chez ma première adjointe, qui elle est au sec. J'ai eu 70 personnes d'évacuées depuis ce matin sur la commune, et je remercie d'ailleurs les services du SDIS parce que ce sont vraiment des gens admirables et très professionnels. J'ai toute mon équipe qui est sur place, aussi bien les services techniques que mes élus, donc pour aider la population, pour gérer la circulation, parce que même si on met des barrières un peu partout en disant attention, il ne faut pas passer, mais on essaie quand même de passer en voiture, et bien évidemment, on se rend compte que quand on est dans l'eau, il faut faire demi-tour et c'est impossible. Un petit manque de discipline de certains. Un grand manque de discipline. Donc là, la gendarmerie est maintenant sur place, parce que quand on a un uniforme, bien évidemment, on est plus, écouté, on va dire. Voilà. Mais il y a une discipline effectivement à gérer, et c'est pas évident. Un agacement, et puis on imagine bien que vous attendez la décrue, mais même quand l'eau se sera retirée, alors certes, on peut faire un PC de crise chez votre première adjointe, mais pour faire court, avec des élèves et l'accueil de classes entières dans un établissement scolaire qui vient tout juste d'être trempé par ce type d'inondation, comment est-ce qu'on fait ? Ça va durer sans doute plusieurs semaines. Ouais, là, j'ai fermé les écoles jusqu'à mercredi, en espérant que la décrue se fasse rapidement et puis qu'on ait le temps de tout nettoyer. On a une solidarité, c'est un peu l'ADN de notre commune, c'est que on a une solidarité unique, et les gens se proposent de venir nous aider. Donc là, j'ai ma secrétaire qui recense toutes les personnes qui peuvent aider, et donc en fonction des besoins et puis de leur capacité, on va pouvoir nettoyer. Alors, j'ai fermé les écoles jusqu'à mercredi. Ça se trouve, je vais devoir fermer les écoles toute la semaine prochaine. C'est pour le moment, on s'est mis une deadline de mercredi. Maintenant, c'est pas impossible que on aille jusqu'à lundi prochain, lundi de la semaine d'après, quoi. Quelle priorité à ce stade ? La priorité, c'est que les écoles rouvrent, surtout, et puis dans de bon état, parce que mes 2 écoles, elles sont toutes neuves. J'ai 30 cm d'eau à l'intérieur, donc autant vous dire, le mobilier est tout neuf aussi à l'intérieur. Donc je sais pas dans quel état je vais retrouver ça. Je veux surtout que les écoles reprennent. Voilà, c'est ça. C'est ma priorité. Et puis s'interroger sur ce qui amène à ce type d'inondation récurrente, vous disiez. Alors ça, qu'est-ce qui amène ? On a des pistes, évidemment. Est-ce que le nombre d'habitations croissantes sur les communes qui se situent en amont, est-ce que, bien évidemment, l'eau n'est plus absorbée par les champs, etc. Donc l'eau va où ? Elle va dans les rues, et rues RUS, et ensuite dans les différentes rivières. Il faudrait instaurer. Moi, sur ma commune, j'ai 7 bassins de rétention. 7. Parce qu'on est habitué, parce qu'on sait comment fonctionne l'eau. Donc, j'ai emprunté 700 000 € pour la commune sur 50 ans pour créer ces bassins de rétention. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on n'impose pas des bassins de rétention sur chaque commune, désormais, on aura ce genre de phénomène, mais je vais pas dire tous les ans, mais presque, quoi. Ça va être. Il faut absolument. On parlait de discipline tout à l'heure. Il faut absolument que maintenant chaque commune se discipline
à créer des bassins de rétention pour retenir un maximum d'eau, quoi. Merci Fabrice Marcy, maire de Condé-Saint-Libière en Seine-et-Marne, sur la rive droite du Grand Morin, donc toujours en crue ce soir. Prudence également en Eure-et-Loire, sur les rives du Loir, qui est à bien des endroits sorti de son lit. Grand frais. Oui, c'est Jean, le projectionniste. Pour la séance de 17h, je peux pas. J'ai grand frais. Il faut dire que chez eux, même avec les navets, je me régale. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes disponibles chaque jour. Ultra frais et tellement savoureux. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine. Si. C'est-à-dire ? Juste devant la grille, s'il te plaît. Bah, c'est nouveau ça. Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comme elle est stylée, notre voiture ? Comme ta mère. Démarquez-vous avec style grâce à la Toyota Aygo Cross à partir de 119 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota Aygo Cross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 € réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 4 novembre. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ? France Info. 15h, 18h. Augustin Arrivé. La présidente de l'Union française de l'électricité, invitée écho de France Info ce soir, Christine Goubet-Millot, qui répond à Isabelle Raymond après le fil info, 17h45. Sophie Echen. Volodymyr Zelensky espère une fin juste et rapide de la guerre entre l'Ukraine et la Russie d'ici l'année prochaine. Déclaration du président ukrainien à Berlin aujourd'hui à l'issue de son entretien avec le chancelier Olaf Scholz. Dernière étape de sa mini-tournée européenne chez ses alliés pour obtenir plus d'aide. Une enquête ouverte en Haute-Savoie après l'incendie volontaire d'une voiture de police municipale ce matin à Cluses. Elle était stationnée vide devant le poste de police. Il n'y a pas eu de blessés. Pour l'heure, personne n'a été interpellé. Selon les personnes chargées de l'enquête, il pourrait s'agir d'un acte de représailles suite à une interpellation dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue. Thierry Assion, en cavale pendant plus de 20 ans, écope aujourd'hui de 18 ans de prison pour complicité d'assassinat et escroquerie. Des faits commis il y a plus de 30 ans au Guatemala. Thierry Assion avait été arrêté par hasard en Indonésie en 2021. À Marseille, un lycée des quartiers nord de la ville a été la cible de tirs de mortier d'artifice ce matin, peu avant le début des cours. Une dizaine de personnes ont incendié des poubelles et des containers devant l'établissement. Ils ont érigé un barrage pour empêcher l'accès aux élèves. Novak Djokovic reconnaît qu'une partie de lui est partie avec ses rivaux. Rafael Nadal a annoncé hier qu'il mettrait un terme à sa carrière sportive après la Coupe Davis en novembre. Roger Federer, lui, a fait ses adieux au cours de tennis il y a 2 ans. Mais le Serbe de 37 ans affirme qu'il a malgré tout toujours l'envie de jouer. France Info. L'invité écho, Isabelle Raymond. Bonsoir à toutes et à tous. Au lendemain de la présentation du budget, chacun se demande quel sera l'impact pour le sien de budget, pour son portefeuille, les 60 milliards d'euros d'efforts collectifs pour l'an prochain. Comment vont-ils me concerner moi ? Eh bien déjà, elle va concerner ma facture d'électricité qui va baisser moins que prévu. On va revenir dans le détail avec vous, Christine Goubet-Millot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Union française de l'électricité. Il y a une taxe sur l'électricité. Elle a baissé cette taxe pendant la guerre en Ukraine pour limiter la flambée des prix et pour maintenir le pouvoir d'achat des Français. C'est ce que l'on a appelé le bouclier tarifaire. Or, aujourd'hui, le gouvernement a prévu de l'augmenter à nouveau, cette taxe. Est-ce que vous comprenez cette hausse ? Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur la facture d'électricité car c'est pas si simple que ça de savoir qu'elle comporte 3 briques, 3 composantes. Une partie production, fourniture des électrons. Une deuxième partie sur l'acheminement, les réseaux de distribution jusqu'à la maison, jusque dans l'entreprise. Et la troisième partie qui est composée par des taxes. C'est de cela dont on va parler. Et c'est extrêmement clair. Et donc, justement, cette taxe, elle va augmenter. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous comprenez que cet effort collectif que l'on demande aux Français, eh bien, les producteurs et les consommateurs d'électricité y participent ? Alors, cette partie taxe, d'ores et déjà, aujourd'hui, elle représente près du quart de la facture des Français. Donc, ce qu'il y a dans le PLF 2025, pour moi, en termes de niveau d'augmentation de la taxe, est encore assez flou sur ce niveau.
On entend entre 25, porter ce niveau de taxe de 25 € le mégawattheure, à 50 € le mégawattheure. Ce qui fait une augmentation importante. L'idée, c'est de faire entrer 3 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État avec cette fameuse taxe. Alors, ce qui ferait en fait finalement un doublement de cette taxe sur l'électricité décarbonée. J'insiste là sur ce point aussi. Alors, voilà, donc il y a du flou. Nous attendons... Il y a du flou, mais il y a un effort. Il y a du flou, mais nous attendons que le gouvernement précise une forme de transparence sur le niveau de cette augmentation de cette taxe. Alors moi, ce que j'ai compris, mais arrêtez-moi si je me trompe, c'est qu'aussi l'augmentation dépendra de l'augmentation des prix du marché. Donc le gouvernement ne peut pas dire aujourd'hui, à l'instant T, de combien la taxe va augmenter. Ça, on peut le comprendre. Voilà, mais... Donc c'est normal. C'est normal qu'on ne sache pas aujourd'hui. Doubler cet effort fiscal pour rétablir l'équilibre budgétaire, est-ce normal Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est normal, Christine Goumère-Milot ? Nous pensons, en tant que professionnels, que l'augmentation de la taxation, qui est déjà très importante, très lourde, ne doit pas... obérer finalement le prix du service. Le service, au fond, c'est la production, la fourniture, et ce sont les réseaux qui font les deux autres parties de la facture que j'expliquais tout à l'heure. L'association IFC Que Choisir dénonce aujourd'hui un scandale fiscal. Est-ce qu'elle a raison de le faire ? Alors, c'est une aberration, voire une incohérence. J'en donnerai une deuxième illustration. C'est qu'aujourd'hui, l'électricité décarbonée est beaucoup plus taxée que les autres énergies importées fossiles. C'est-à-dire que d'ores et déjà, aujourd'hui, l'électricité, cette partie taxe dont je parlais, est 11 fois plus importante que le fioul domestique, ou 9 fois plus importante que le gaz naturel. Alors vous avez vu que le gaz, il est prévu de l'augmenter aussi, d'augmenter la taxe sur le gaz, même si, effectivement, vous avez raison, pour l'instant, on manque de précision, mais Agnès Pannier-Runacher a précisé qu'il y aurait également une augmentation de la taxe sur le gaz. Alors bon, je prends acte de cela, mais il faut encore que ça se traduise dans le projet de loi. Aujourd'hui, ça n'y est pas. On avait plutôt l'impression qu'il y avait une baisse de la taxation des autres énergies importées. Or, je le dis à nouveau, il y a une forme... Et donc vous dites c'est une aberration. C'est une aberration. Est-ce que c'est une aberration ? C'est une aberration parce que l'électricité décarbonée, c'est un outil de notre indépendance énergétique. Il faut jamais oublier que la balance commerciale de la France, elle est déficitaire en termes d'importation d'énergie fossile et excédentaire en termes de production d'électricité décarbonée. Donc vous pensez que c'est pas le moment de taxer l'électricité ? Si on veut empêcher la décarbonation, alors allons-y, taxons l'électricité décarbonée. Et là, effectivement, la compétitivité entre ce que l'on importe et ce que l'on produit, elle va être totalement dégradée. Sachant qu'EDF va aussi participer à l'effort avec un dividende exceptionnel de 2 milliards d'euros. Vous avez l'impression que l'électricité est particulièrement mise à contribution dans ce budget ? L'électricité est particulièrement mise à contribution et surtout, nous attendons une forme de cohérence entre la fiscalité relative des différentes énergies pour encourager les Français à finalement changer d'utilisation dans leur consommation. Donc, il y a la sobriété, mais il y a aussi passer à des solutions électriques qui font qu'on va moins émettre de carbone. Donc, ce n'est pas en adéquation avec nos ambitions environnementale. Voilà, alors je passe même sur les économies, sur les mesures d'accompagnement pour l'achat de ces solutions électriques qui vont... Effectivement, l'enveloppe, vous sur le savez, sur la mobilité électrique, sur la baisser. rénovation énergétique, je passe là-dessus, mais on ne veut pas la double peine. Si en même temps on réduit les mesures d'accompagnement des ménages et dans le même temps on augmente la fiscalité de l'électricité qui finit par... amputer finalement la capacité de moderniser les réseaux, de créer des capacités et d'investir dans l'intérêt national, parce que c'est notre intérêt national d'avoir de la production d'électricité décarbonée que nous utilisons dans nos usages énergétiques. Aujourd'hui, 2/3 de nos usages énergétiques dans le bâtiment, dans la mobilité, dans l'industrie, relèvent encore des énergies fossiles, 2/3. Alors, la facture d'électricité va quand même baisser, promet le gouvernement, de l'ordre de 9%. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Christine Goumère-Milot, du débat parlementaire ? Puisqu'on sait que le budget, c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Alors, l'Union française de l'électricité, nous appelons depuis de nombreuses années à une réforme structurelle de la fiscalité énergétique, justement pour favoriser
l'électricité décarbonée produite nationalement, qui crée des emplois sur notre territoire, plutôt que d'importer des énergies fossiles. Alors ça, c'est un débat de long terme. C'est un débat de long terme. Dans les prochaines Alors, semaines. vous allez me dire, mais bon, là, il y a urgence. C'est donc, ça. Finalement, comment on règle cette question ? Eh bien, peut-être qu'au pied du mur, on va peut-être enfin réussir à ouvrir ce chantier. Et là, j'appelle toutes les bonnes volontés, et en particulier les parlementaires, à faire preuve de responsabilité sur ce plan. Le gouvernement à faire preuve de transparence sur le niveau de cette augmentation de taxes qui est mise au débat parlementaire. Et en attendant, on pourrait peut-être maintenir le niveau de la fiscalité à son niveau actuel et, par contre, au pied du mur, ouvrir ce chantier pour rétablir l'attractivité de l'électrification dans une logique de pouvoir d'achat, de maîtriser notre facture, parce que finalement, dépendre des énergies fossiles, c'est accepter d'avoir une énergie que l'on consomme qui est volatile. Mais donc, en attendant, il va bien y avoir cette taxe qui va augmenter sur l'électricité. Merci beaucoup, Christine Goubert-Milot, présidente de l'Union française de l'électricité. Vous étiez l'invitée éco de France Info ce soir. Merci à vous. Et merci Isabelle Raymond. Cet entretien à retrouver sur franceinfo.fr. Une nouvelle application mobile maintenant, enfin nouvelle, elle n'a pas encore un an, mais cette courte existence permet déjà d'en percevoir les bienfaits, jugez plutôt. Elle est destinée aux parents divorcés ou séparés lorsque cette séparation se passe particulièrement mal. Ça s'appelle Tiers et il s'agit d'un service de transmission de messages d'un parent à l'autre. Chacun peut décider des horaires auxquels il reçoit les notifications pour ne pas être harcelé par son ancien compagnon. Et Audrey Abraham, l'application filtre également les possibles insultes glissées au milieu d'informations utiles. Pour celles qui s'en sortent, pour celles qui ne sont pas assassinées, il y a la suite à gérer. Isabelle, 47 ans, a été harcelée par son ex-conjoint violent avec qui elle partageait la garde de leurs 2 filles. J'ai été inondée de mails, de SMS, d'appels. J'ai mis des semaines à remonter la pente. Ça s'est très mal terminé pour moi. Ça aurait pu encore plus mal se terminer. C'est des incitations au suicide. Depuis près d'1 an, l'application Tiers a apaisé son quotidien grâce notamment au choix des horaires des notifications. C'est vous qui redevenez le maître de cette communication dans le sens où, si les messages sont par exemple trop fréquents, vous choisissez quand les recevoir. Je sais que certaines aiment bien être accompagnées quand elles lisent les messages de leur ex-conjoint. Et déjà d'avoir ce choix-là, c'est énorme. Dans ce genre de contexte, je vous assure que c'est incroyable. Les insultes, elles, sont modérées par un filtre, mais un historique conserve tous les échanges en version non censurée pour faciliter le dépôt de plainte. Eva Engal, 34 ans, est la fondatrice de Tiers. Quand on reçoit 200 textos dans la journée, qu'on doit faire 200 captures pour aller porter plainte, c'est vraiment hyper compliqué. La possibilité d'extraire cet historique a été pensée en concertation avec des tribunaux et des commissariats. Quand je l'ai présenté à la gendarme à la maison de la protection des familles, elle m'a dit « Putain, mais c'est génial !» Parce qu'en fait, pour eux aussi, c'est hyper compliqué d'avoir plein de captures d'écran, un peu sorties du contexte. Des fois, on a un bout, mais on n'a pas la fin. Donc en fait, ça arrange tout le monde, autant les personnes qui vont porter plainte que les personnes qui reçoivent les plaintes après. Si Eva Engal a visé juste, c'est qu'elle a elle-même été victime de violences de la part de son ex-conjoint. J'avais peur de chaque sonnerie de mon téléphone, vraiment cette boule au ventre dès que le téléphone vibre. Elle prend alors contact avec des associations de victimes et d'autres parents. On était tous en train de bidouiller, essayer de trouver un peu des solutions pour pas que ça nous affecte trop, mais que personne n'avait de solution. Il y a d'autres applications vraiment dédiées aux violences directes pour se protéger des boutons d'alerte, etc. Mais pour la communication au quotidien, il n'y avait pas d'outils dédiés. Depuis le lancement de l'application en décembre 2023, près de 1400 utilisateurs sont inscrits. Certains des abonnements sont subventionnés par des associations, des départements et des caisses d'allocation familiale. Audrey Abraham avec cette application Tiers, ça s'écrit TI, puis le chiffre 3 à la place du E et RS. Bonjour, c'est Ali Rebéi. J'ai un message important pour vous de l'Institut Pasteur. Leurs chercheurs ont besoin de vous pour vaincre les maladies infectieuses, les cancers, la maladie d'Alzheimer. Avec Radio France, plus de 15 radios se mobilisent à leur côté. La recherche nous concerne tous. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Les Erasmus Days du 14 au 19 octobre avec France Info. Études et stages à l'étranger, rencontres pendant 6 jours, découvrez les opportunités Erasmus+, avec plus de 10 000 événements organisés en France, en Europe et à travers le monde. Conférences, expositions, forums d'échange, mais aussi témoignages et conseils à retrouver sur les réseaux avec le hashtag Erasmus Days. La 8e édition des Erasmus Days du 14 au 19 octobre en partenariat avec France Info. France Info Météo avec les cafés Malongo.
torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com. Sébastien Léas, c'est Météo France avec un début de week-end agité. Oui, entre des remontées de Méditerranée et le passage d'une perturbation, la pluie sera de retour demain sur de nombreuses régions. Entre l'Aude, l'Hérault, le sud d'Auvergne, la journée sera grise, mais les pluies concerneront surtout les pentes des Cévennes, alors qu'elles seront plus faibles et localisées dans les plaines. Le temps sera aussi pluvieux entre la Bretagne, la Normandie et l'Anjou jusqu'au sud de l'Île-de-France, hormis près des côtes de la Manche. Au nord de la Seine, c'est à partir de la mi-journée que les pluies se propageront. Et puis entre le Poitou-Charentes et la Gironde jusqu'aux frontières de l'Est, ce sont des averses qui sont attendues, averses qui se produiront surtout l'après-midi. Le temps sera quand même plus sec entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Aude et au Roussillon, ainsi que sur la Corse. Le soleil fera de belles apparitions malgré un ciel parfois bien voilé. Et puis en matinée, l'Est de la Provence aura aussi de belles éclaircies. Et toujours 3 départements en vigilance aux crues. Oui, l'onde de crue se propage lentement. Les services de Vigicru maintiennent d'ailleurs la vigilance rouge sur l'Eure-et-Loir et la Seine-et-Marne et la vigilance orange sur le Loir-et-Cher. Alors les pluies de demain ne devraient pas aggraver la situation. En revanche, elles vont forcément retarder le retour à la normale. Et puis côté température, demain après-midi, il fera 12 degrés à Rouen, 14 degrés à Metz, Paris et à Reims, 16 degrés pour Dijon, 18 degrés à Grenoble et à Rennes. On attend 20 degrés à Nantes et Marseille ainsi qu'à Montpellier, 23 degrés à Ajaccio et Cognac, 24 degrés à Bordeaux et Toulouse, le maximum pour Biarritz avec 25 degrés. Merci Sébastien Léas pour ces prévisions. Météo France, un nouveau numéro de France Info Soir commence maintenant et c'est avec vous Jean-Rémy Baudot. Bonsoir. Bonsoir Augustin, bonsoir à tous. Il avait promis la vérité sur la dette budgétaire et écologique. Au lendemain de son projet de budget, Michel Barnier est critiqué sur les 2 terrains. Ce soir, France Info Soir, on prend le temps de détailler ce qui pourrait changer dans nos budgets. Plus de taxes sur les voitures thermiques, plus de taxes sur les billets d'avion. Est-ce de la justice fiscale, de la justice climatique? D'autres dépenses sont en baisse et interrogent. Dossier complet sur la question du budget climat dans 10 minutes. Et puis ce soir, on va se demander s'il est aujourd'hui plus facile, mieux accepté, plus simple de faire son coming out, révéler son homosexualité. De mieux en mieux accepté, c'est une étude qui le prouve. On en parle avec l'association Contact à 18h45. Pour l'heure, France Info Soir, il est 18h. France Info Soir, Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Thomas Benech. Bonsoir Jean-Rémy, bonsoir à tous. À la une, le calme revenu en Martinique. Après que la piste de l'aéroport Aimé Césaire a été envahie, toutefois la colère demeure. Les Martiniquais dénoncent encore et toujours la vie chère sur leur territoire. Dans le journal, on se penchera à nouveau, vous l'avez dit Jean-Rémy, sur le budget 2025 présenté hier soir avec comme objectif de réaliser 60 milliards d'euros d'économies et de juguler notre déficit. Nous serons également dans les prochaines minutes au Japon, bien sûr, puisque le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo. À 18h30, bonsoir Agathe Lambré. Bonsoir. Votre invité ce soir. Qu'attend-il de la convocation par le Quai d'Orsay de l'ambassadeur d'Israël en France après des tirs contre la force de l'ONU au Liban? La France est-elle devenue l'homme malade de l'Europe? Benjamin Haddad, nouveau ministre délégué aux Affaires européennes. Rendez-vous à 18h30. France Info Soir, bonne fin de journée à tous. Le calme est donc peu à peu revenu en Martinique, selon la députée socialiste martiniquaise Béatrice Bellé, invitée aujourd'hui de France Info. Cette prise de parole intervient après que l'aéroport Aimé Césaire a été fermé. Hier, en fin de journée, la piste a été envahie par des manifestants sur la base d'une rumeur faisant état de l'arrivée de CRS sur le territoire martiniquais. La piste de l'aéroport a depuis été évacuée. La Martinique est soumise depuis hier soir à un couvre-feu et une interdiction de manifester. Le territoire est concerné, vous le savez maintenant, par un mouvement de colère et de violence contre la vie chère. Et selon la procureure de Martinique, les violences sur l'île ont fait 3 morts, dont 2 motards décédés dans un accident de la route alors qu'ils circulaient à contresens. Ce matin, la Martinique s'est réveillée d'une certaine façon groggy après plusieurs heures de violence. Béatrice Duguay. Une forte odeur de brûlé, c'est l'un des stigmates d'une nouvelle nuit d'émeutes sur place. Il y a des barrages de véhicules calcinés et de palmiers abattus. Il y a des supermarchés pillés, incendiés, des distributeurs bancaires forcés au tractopelle. Les voitures de 2 concessions automobiles sont détruites. Les violences urbaines s'étendent à toute l'île, constate Anissé Soquet, qui est développeur social dans des quartiers de Fort-de-France. C'est plus un conflit qui s'exprime sur Fort-de-France. De nombreuses communes de l'île sont concernées. Des situations comme celle-là, on en a connu peu
même pendant la grosse crise de 2009, la situation n'était pas aussi chaotique. Au regard des commerces détruits, la situation économique de l'île commence, elle, à devenir inquiétante pour Catherine Redap, la présidente du MEDEF de Martinique. Une perte colossale de chiffre d'affaires pour les entreprises qui doivent payer des salaires en fin de mois et qui vont se retrouver dans l'incapacité de pouvoir répondre à leurs rendez-vous. J'ai envie de dire de manière encore plus générale, un détail quasi d'urgence où la peur règne. Les négociations reprennent dans quelques heures à la préfecture. Elles concernent des exonérations de taxes sur une cinquantaine de familles de produits. L'État s'engage à la continuité territoriale aussi, qui permettra de baisser le coût des importations. Reste à la grande distribution à faire un geste substantiel. France Info reportage signé Béatrice Duguet. Explication de texte et précision depuis ces dernières heures quant à la présentation de notre projet de budget 2025 pour la France. La ministre de la Transition écologique et de l'énergie annonce ainsi aujourd'hui qu'elle va proposer une hausse de la fiscalité sur le gaz. Cela va se faire par le biais d'un amendement au projet de loi de finances. Pour la ministre, il est important d'éviter que les politiques publiques et l'argent public rendent les solutions carbonées moins chères que les solutions décarbonées. Sur le volet santé du budget 2025, le gouvernement souhaite réaliser 5 milliards d'euros d'économies. L'une des principales mesures d'économie concernera le remboursement de la consultation chez le médecin et la sage-femme. L'assurance maladie ne remboursera plus 70% de la consultation, mais 60% seulement. Les mutuelles, vous l'avez compris, paieront le reste et elles pourraient le répercuter et augmenter ainsi leurs cotisations. C'est ce qu'explique Éric Chenu, le président de la Fédération nationale de la mutualité française. Si l'assurance maladie baisse son niveau de remboursement à 60%, ce différentiel, nous le prendrons en charge. Ce qui veut dire que quand les consultations médicales généralistes étaient à 25 €, nous prenions 7,50 € en charge, 30%. Désormais, les consultations vont être à 30 €. On devra prendre 40% en charge. On devra prendre 12 € en charge. Donc l'augmentation est plus que significative. Ces dépenses supplémentaires, il faudra bien trouver le moyen de les équilibrer. Et donc, par les cotisations, c'est un levier. On verra si dans le cadre de la discussion parlementaire, il y a d'autres mesures qui aboutissent à des économies. En tout cas, pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus. Éric Chenu, le président de la Fédération nationale de la mutualité française. Ce budget 2025 marqué par une volonté de réduire le déficit du pays. Oui, un dérapage des comptes publics sur lequel le député socialiste Jean-Rémy Philippe-Brun veut enquêter. L'élu souhaite transformer la commission des finances de l'Assemblée nationale, dont il est vice-président, en commission d'enquête. L'objectif, c'est de comprendre comment les finances publiques ont pu se détériorer. Élie Abergel, Philippe-Brun accuse le gouvernement d'avoir volontairement caché la situation. Un déficit public qui peut dépasser les 6% du PIB cette année, bien au-delà des 5,1% annoncés par l'ancien gouvernement. Le budget 2024 était insincère. Le député socialiste Philippe Brun. Pourquoi ? Eh bien parce que l'inflation, justement, touchait le budget des ménages et que les ménages ont réduit leur consommation. On a voulu cacher la baisse de ces recettes pour valider un budget dont on savait pertinemment qu'il ne pourrait pas être exécuté correctement. Même après la guerre, on était en pleine reconstruction, on n'avait pas un tel décalage entre le budget voté et le budget exécuté. Pour lui, le responsable s'appelle Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie. Bruno Le Maire répond aux journalistes « Je ne peux rien vous dire, mais la vérité éclatera un jour ». Nous souhaitons que la vérité éclate. Car il s'agit de l'argent des Français, il s'agit de l'impôt des Français. C'est pour cela que Philippe Brun souhaite une commission d'enquête. Il faut au premier rang des auditionnés entendre Bruno Le Maire, sous serment, et c'est ce que nous permet une commission d'enquête. Le député n'est pas le seul à s'interroger. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a dit qu'il souhaite également comprendre comment et pourquoi ce dérapage budgétaire a eu lieu. Élie Abergel, service politique de France Info. Opella, l'entité qui commercialise le Doliprane, va-t-elle changer de main et passer sous pavillon américain ? La question est posée alors que Sanofi, sa maison mère, a annoncé aujourd'hui qu'elle négociait avec le fonds d'investissement américain CDR pour lui céder le contrôle de sa filiale. Sanofi ne fait pas de commentaires et s'exprimera, dit-il, en temps voulu. Des tirs de mortier ont visé ce matin un lycée professionnel dans les quartiers nord de Marseille. Oui, le lycée La Floride, c'est le nom de cet établissement qui a fermé pour la journée. Le chef d'établissement a porté plainte après ces faits. Les incidents se sont produits ce matin vers 7h30 et le personnel a fait valoir son droit de retrait eu égard à la gravité des faits, Marion Bernard.
Ils ont d'abord tiré en l'air et puis délibérément vers les professeurs, raconte l'un d'entre eux, présent sur les lieux et caché derrière une voiture. Il explique aussi que ces jeunes, tout de noir vêtus et cagoulés, dont certains seraient scolarisés dans le lycée, se sont ensuite enfuis dès qu'ils ont pourtant tenté d'engager le dialogue. Car les profs connaissaient ce jeu qui consiste, sur les réseaux sociaux, à allumer les plus grosses flammes devant la porte du lycée. Ils dénoncent bien sûr une surenchère des élèves marseillais pour arriver à faire la plus grosse bêtise. Pourtant, cette fois, c'est allé trop loin et surtout sans aucune revendication. Et c'est le plus incompréhensible pour l'équipe enseignante qui n'a pas de réponse à ces nombreuses questions. Après avoir exercé leur droit de retrait, ils se sont surtout demandé comment aborder cette dernière semaine de classe avant les vacances avec une présence policière dans les lieux et surtout ce qui se passerait après la rentrée. Marion Bernard, France Bleu Provence pour France Info. 3 départements encore en alerte après le passage de la dépression Kirk sur une partie de notre pays. l'Eure-et-Loir et la Seine-et-Marne sont en vigilance rouge au cru, mais la décrue s'amorce. Le Loir-et-Cher est de son côté en vigilance orange. En Seine-et-Marne, à Crécy-la-Chapelle, 167 personnes ont été évacuées ces dernières heures après le pic de crue du Grand Morin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait escale aujourd'hui en Allemagne. Il poursuit sa mini-tournée européenne à la recherche de soutien supplémentaire de la part des alliés de Kiev. Depuis Berlin, le chef d'État ukrainien a dit vouloir arriver à la fin de la guerre avec la Russie en 2025. Le patron de l'ONU appelle les dirigeants de ce monde à éliminer les engins de mort que sont les armes nucléaires. Des propos tenus après que le prix Nobel de la paix a été remis aujourd'hui à l'organisation japonaise Nihon Hindankyo. Cette organisation regroupe des survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Alors si ce prix Nobel réjouit les militants anti-armes nucléaires, le gouvernement japonais, lui, s'est pour le moment contenté d'une réaction relativement modeste, Karine Nishimura. L'attribution du prix Nobel de la paix à Nihon Hindankyo revêt un sens profond, a commenté le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Un sens profond, mais sans préciser lequel, car les vues du gouvernement et de Hindankyo ne sont pas tout à fait en phase. Certes, officiellement, le gouvernement du Japon plaide pour un monde sans armes nucléaires, mais simultanément, il est placé sous la protection du parapluie nucléaire américain et réclame un renforcement rapide de cette dissuasion atomique, ce qui est une totale ineptie pour les hibakusha, irradiés survivants, qui forment les rangs de Hindankyo. Voici ce que nous disait lors des commémorations de Nagasaki en août 2023 une rescapée, Teruko Yokoyama. Dire que la dissuasion nucléaire permet de maintenir la paix, mais la dissuasion nucléaire, cela veut dire qu'il existe des armes atomiques. Et ça, ce n'est pas possible. Ce que veulent les hibakusha, c'est un engagement actif du Japon pour la disparition rapide des armes nucléaires et non une promesse à long terme pour une échéance que, compte tenu de leur âge, ils ne connaîtront pas. C'est donc un appel au monde qu'a lancé aujourd'hui Hindankyo: supprimer les armes atomiques de notre vivant. Karine Nishimura, France Info, au Japon. Merci beaucoup Thomas Bénèche. Dans un instant, on parle transition écologique. L'écologie est-elle la grande sacrifiée du budget Barnier? On en parle après une petite pause. Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine. Si. C'est-à-dire? Juste devant la grille, s'il te plaît. Bah, c'est nouveau ça. Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comme elle est stylée, notre voiture? Comme ta mère. Démarquez-vous avec style grâce à la Toyota Aygo Cross à partir de 119 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota Aygo Cross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 € réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 4 novembre. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. France Info Soir. Jean-Rémy Baudot. Une exigence d'abord, la réduction de notre double dette budgétaire et écologique. Et donc, comme je m'y suis engagé, je dirai la vérité sur la réalité de nos comptes publics et sur la réalité de l'impact de notre mode de vie, de notre économie sur l'environnement. La vérité sur la dette écologique. Michel Barnier, début octobre, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre qui semblait mettre la transition écologique au cœur de son action. 10 jours et un projet de budget plus tard. Où en sont les ambitions françaises en matière d'écologie? Bonsoir Christian Gaulier. Vous êtes économiste, spécialiste notamment de l'environnement, directeur de l'école d'économie de Toulouse. On va être ensemble dans un instant et vous allez nous dire ce que vous pensez de ce budget. Mais d'abord, on va détailler ces propositions. Bonsoir Guillaume Fariol. Bonsoir. Spécialiste environnement de France Info. L'environnement n'est pas épargné par les économies. La ministre de l'Environnement, d'ailleurs, semble
assumer de nombreuses coupes budgétaires. Oui, d'emblée, Agnès Pannier-Runacher prévient, l'heure n'est pas à la dépense. J'assume de prendre ma part dans l'effort budgétaire du projet de loi de finances pour 2025. On le sait, sur certaines politiques publiques écologiques, nous avons enclenché le mouvement et soutenu la transition de nos concitoyens à la faveur du plan de relance. Et nous sortons de cette permanence du plan de relance qui avait permis de porter un certain nombre de politiques. Ce qui donne des coupes d'abord dans les aides pour la voiture électrique. L'enveloppe fond d'un tiers, 500 millions d'euros de moins pour la prime à la conversion, le bonus à l'achat et le leasing social. MaPrimeRénov', cette aide pour les ménages pour isoler les logements, ne sera pas réaugmentée après la baisse d'1 milliard d'euros au printemps dernier. Le fonds vert pour financer les travaux des collectivités en faveur de la transition dégringole comme attendu, 1,5 milliard d'euros de moins. Raboté également le fonds chaleur consacré au chauffage à partir d'énergie renouvelable, biomasse, géothermie ou solaire thermique. Alors voilà pour les baisses. Côté recettes, eh bien là, ça passe par des taxes. La ministre s'attaque aux pollueurs et aux énergies fossiles. L'enjeu est également de travailler sur les niches brunes. Nous allons travailler à réduire les avantages historiques concernés à certains usages fossiles, même s'il faut évidemment le faire avec pragmatisme et sans brutalité. Concrètement, le malus à l'achat des voitures polluantes et lourdes sera durci progressivement jusqu'en 2027. Il s'agit surtout de taper sur les gros SUV, explique et rassure même le cabinet de la ministre. En prévision également une hausse à 20% de la TVA sur l'achat de chaudières à gaz et une hausse de la fiscalité sur le gaz. Pas plus de détails pour l'instant, ce sera précisé par amendement pendant les débats à l'Assemblée nationale, tout comme un durcissement des taxes sur les billets d'avion, ce qui fait réagir le patron d'Air France KLM, un choc, critique Ben Smith. Guillaume, vous qui connaissez bien le secteur, plus largement, on ne voit pas de réformes ambitieuses ou structurelles dans ce budget. Non, pas d'investissement massif pour l'adaptation de notre pays au changement climatique, pas de vaste plan de décarbonation. Selon les estimations, il faudrait plus de 60 milliards de dépenses publiques et privées par an pour réussir cette transition. Nous en sommes loin. Un membre du cabinet de la ministre le reconnaît, mais l'urgence est d'abord, dit-il, de redresser les finances publiques pour ensuite pouvoir investir. Merci beaucoup Guillaume Fariol, spécialiste environnement de France Info. Bonsoir Christian Gaulier. Bonsoir. Économiste, spécialiste notamment de l'environnement, directeur de l'école d'économie de Toulouse. Peut-être débutons par ce constat dont nous parlait Guillaume. Pas d'investissement massif pour l'adaptation de notre pays au changement climatique. Est-ce que ça commence mal ? Disons que le climat, le changement climatique, la lutte contre ce changement climatique n'est pas une priorité du gouvernement, mais force est de constater qu'il n'y a plus de sous dans les caisses et que la stratégie qui a été utilisée depuis un certain temps en France, qui consiste à subventionner les efforts de transition, arrive un petit peu à leur terme en termes de démonstration de la difficulté d'utiliser cette stratégie. Ce matin sur France Info, Pierre Moscovici de la Cour des comptes s'inquiétait d'une certaine manière de notre dette, mais aussi que l'écologie soit sacrifiée. Même lui, qui veut de la rigueur, il appelle à des investissements massifs. Oui, bien sûr. Écoutez, on doit réduire d'un quart nos émissions de CO2 entre maintenant et 2030. Donc l'effort est massif et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas très bien comment on va y arriver. Alors on va regarder dans le détail dans un instant. Christian Gaulier, reste avec moi. Dans un instant, on va en parler et dans le détail des différentes annonces du gouvernement. Pour l'heure, il est 18h16. On fait un tour de l'actualité avec Thomas Benech. Le projet de budget 2025 de la France suscite ici et là des crispations. C'est le cas notamment pour le patron d'Air France KLM. Il s'oppose à un alourdissement de la taxe sur les billets d'avion. Si la mesure s'applique, cela aura un impact négatif sur la compétitivité des compagnies Air France KLM et Transavia, dit Ben Smith. On tousse après cette annonce ce matin de Sanofi. Le groupe pharmaceutique envisage de céder le contrôle de sa filiale Opella qui commercialise le Doliprane. Des négociations exclusives sont en cours avec le fonds américain CDR. L'Eure-et-Loire et la Seine-et-Marne sont toujours en vigilance rouge aux crues. C'est la conséquence du passage de la dépression Kirk sur une partie de notre pays. Toutefois, la décrue se poursuit dans ces deux départements. J'ajoute que le Loir-et-Cher est ce soir en vigilance orange aux crues. Après que des soldats de la force des Nations Unies au Liban ont été de nouveau blessés aujourd'hui, Israël réagit. L'armée israélienne assure qu'elle va examiner les faits de manière approfondie et au plus haut niveau. Aujourd'hui, 2 casques bleus sri-lankais ont été touchés. Hier, ce sont des casques bleus indonésiens qui ont été blessés. Le président ukrainien poursuit sa mini-tournée européenne avec un arrêt en Allemagne. Aujourd'hui, il a rencontré le chancelier Olaf Scholz qui a assuré Kiev de son soutien. Nous n'accepterons pas de paix dictée par la Russie, a également déclaré le chancelier allemand. Volodymyr Zelensky a lui souhaité que la guerre avec la Russie prenne fin en 2025.
France Info. On continue de parler de ce budget notamment sur les questions de transition énergétique. Christian Gaulier, on est ensemble, économiste, spécialiste notamment de l'environnement. On va essayer de regarder, on va ouvrir le capot de ce budget qui a été détaillé hier, parce que finalement, c'est des choses en réalité très concrètes et qui vont impacter le quotidien de très nombreux Français. Christian Gaulier, concrètement, on le rappelle, d'abord le budget du ministère de la Transition écologique, il progresse. Il passe de 17 à 19,5 milliards, mais quand on regarde, il y a par exemple le fonds de MaPrimeRénov' qui stagne après une baisse d'1 milliard au printemps. Venir rogner sur l'aide à la rénovation énergétique, est-ce que c'est ça la bonne idée dans la période ? Écoutez, à nouveau, la question c'est qui va payer la transition vers des habitations moins carbonées. Ça coûte assez cher. En fait, ça coûte très cher. On ne veut pas faire payer les propriétaires, on ne veut pas faire payer les locataires, donc on fait appel à l'État. Mais l'État, effectivement, n'a plus beaucoup d'argent dans les caisses, et donc effectivement, ce rognage du budget sur MaPrimeRénov' va très probablement réduire les investissements dans les années à venir. Or, la solution de décarbonation en France passe par la décarbonation de nos modes de vie et de résidence. Mais oui, la rénovation du bâti, je crois que c'était la clé pour réduire la facture énergétique. Pas que la facture énergétique, aussi la facture en termes d'émissions de CO2 qui engendre cette dette écologique. Donc il faut certainement y aller, mais la question à nouveau, c'est qui va payer. Aujourd'hui en France, on est quand même arrivé à la fin d'une logique qui dit les consommateurs ne veulent pas payer, les citoyens ne veulent pas payer, donc on va demander à l'État, mais l'État aujourd'hui n'a plus d'argent pour financer cette rénovation thermique des bâtiments, n'a plus d'argent pour inciter les ménages à acheter des voitures électriques qui sont quand même beaucoup plus chères que des voitures thermiques. On va revenir sur la question des voitures électriques et des transports, mais par exemple, quand on rabote le fonds chaleur qui permet de sortir du chauffage thermique, qui permet de développer la biomasse, la géothermie, le solaire thermique, en fait, ça coûte extrêmement cher, et c'est vrai que les ménages, la plupart des auditeurs qui nous écoutent se disent moi je veux bien mettre des panneaux solaires ou une pompe à chaleur, mais en fait ça coûte extrêmement cher, et aujourd'hui ma vieille chaudière à gaz, elle fait bien le job quand même. Elle chauffe bien, mais par contre, c'est une catastrophe en termes écologiques. Effectivement, la solution de pompe à chaleur est un peu plus chère, et certainement beaucoup plus chère à l'investissement, mais par contre, elle permet d'économiser à la fois sur la facture d'énergétique du logement, et en termes de confort, vous avez un peu plus de confort avec la pompe à chaleur. Mais le problème, c'est que le coût d'investissement au départ est beaucoup plus important qu'une chaudière au fioul ou au gaz. Alors, est-ce que le sens de l'histoire, c'est finalement le deuxième volet de ce que fait le gouvernement, à savoir augmenter la TVA sur les chaudières à gaz, augmenter la fiscalité sur le gaz? Christian Gaulier, est-ce que c'est ça le sens de l'histoire? Oui, donc écoutez, si on n'a plus d'argent dans les caisses pour subventionner, la stratégie alternative, c'est d'appliquer le principe pollueur-payeur, qui consiste à prélever des taxes sur les gens qui ont un comportement responsable. Ça s'appelle une taxe carbone, et au niveau européen, ça s'appelle un système de permis d'émission, qui est d'ailleurs, il faut bien le souligner, qui a été un petit peu oublié lors de la campagne électorale européenne en mai-juin de cette année. C'est que à partir de 2026, il va y avoir au niveau européen une taxe sur le fioul domestique et le gaz naturel pour se chauffer. Guillaume Fariol. Est-ce que ce malus sur les voitures, la taxe sur l'aérien, la TVA qui augmente sur les chaudières à gaz, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut changer les comportements? Écoutez, je trouve que c'est un petit peu des politiques à la petite semaine. On touche un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Il n'y a pas de logique claire de ces différentes politiques un peu à la gribouille. Moi, je pense qu'une solution d'une tarification du carbone qui couvre tous les secteurs, de l'industrie, du transport, de la mobilité, du résidentiel, de l'agriculture, avec une application identique de cette taxe à tous les pollueurs, est une solution qui est soutenue par la plupart des économistes et qui en plus engendre un revenu fiscal que l'on peut utiliser à la fois pour contribuer au financement de ces transitions énergétiques, mais aussi pour compenser les ménages les plus modestes pour l'impact négatif que cette taxe carbone peut avoir sur le pouvoir d'achat. Vous parlez de politique gribouille, en même temps, la question du signal prix dont on parle souvent pour changer les habitudes, on dit que c'est peut-être ça. Et en même temps, dans la période où les Français se serrent la ceinture, par exemple, le patron d'Air France qui fustige l'idée d'aller, qui parle d'un choc sur une fiscalité rehaussée sur les billets d'avion, qui pourrait ramener 1,5 milliard
demi d'euros. Est-ce que ça, quel est votre... Oui, écoutez, ce que les citoyens français ont déjà bien compris, c'est que nous avons une responsabilité individuelle face au changement climatique. Ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est les sacrifices que nous allons devoir tous réaliser pour atteindre les objectifs de décarbonation, pour répondre à nos responsabilités envers les générations futures. Et donc, effectivement, je vois bien que le président de Air France, les responsables de l'industrie automobile, tous crient à l'égorgement, mais la réalité, c'est que nous allons devoir tous accepter de faire des efforts, et je comprends bien que pour un politique, c'est un peu compliqué, et c'est vrai qu'on peut regretter aujourd'hui que cette politique, ce budget 2024-2025 soit pas très ambitieux au niveau du climat, mais par contre, il faut bien reconnaître qu'il ne faut pas demander aux politiques d'être plus ambitieux que les citoyens qui les élisent pour un mandat exerçant les responsabilités gouvernementales. Vous parlez des sacrifices nécessaires, Christian Gaulier, pour financer cette transition écologique. Certains fustigent souvent l'écologie punitive. Est-ce que est-ce que ce budget qui fait la part belle aux investissements vertueux et qui tape éventuellement pour ceux qui ont les moyens de payer, est-ce que c'est pas là typiquement actionner ce levier de l'écologie punitive ? Non, mais attendez, on parle d'écologie punitive, il faut quand même remettre les aiguilles à l'heure, parce que la réalité, c'est quand je pollue, je suis responsable, je suis coupable d'imposer aux générations futures un changement climatique qui pourrait être terrible si, globalement, au niveau mondial, on ne réagit pas. Et donc, oui, alors la taxe carbone, elle n'est pas punitive, elle est incitative, elle permet de faire en sorte que partout dans l'économie, on aligne les intérêts individuels qui typiquement ne tiennent pas compte des impacts climatiques des comportements. On aligne ces intérêts individuels sur l'intérêt général pour faire en sorte que quand vous émettez du CO2, en fait, l'alternative moins polluante soit aussi moins coûteuse parce qu'on n'aurait pas à payer la taxe carbone. Christian Gaulier, je voudrais vous faire écouter quand même ce qui se passe dans l'actualité, parce qu'on parle évidemment de la nécessité de préparer les villes et d'adapter notre territoire au dérèglement climatique. Il y a la question du fonds vert qui est aussi renié par le gouvernement. Et en même temps, on voit que les catastrophes climatiques, elles sont de plus en plus fréquentes. Je voudrais juste vous faire écouter ce qui se passe à Longjumeau. La ville, elle a été en partie noyée ces derniers jours par l'Yvette. Des centaines de personnes ont passé la nuit dans des gymnases ou chez des proches. Et je voudrais vous faire écouter ce témoignage, s'il vous plaît. Toute ma vie, mes affaires, mon ordinateur, toute ma vie. Si je vous montre les vidéos, c'est digne d'une série d'horreur sur Netflix. Là, c'est tous les vêtements de ma fille. Il n'y a plus rien à récupérer. Tout un meuble qui est assez haut. Je ne pensais pas que l'eau allait arriver jusqu'au-dessus de la taille. Là, vous voyez les matelas flotter, les affaires, les chaises, les vêtements, le lit. Même si ça va sécher, il n'y a plus rien à récupérer. Je vais faire quoi ? Déjà que personne ne veut louer à une mère isolée, mais avec mes revenus modestes, je peine à peine à vivoter avec ma fille et mes 2 chiennes. Donc là, derrière, vous voyez le peu que j'ai essayé d'avoir un semblant de vie. Et là, ma vie, elle est complètement changée, complètement chamboulée. 360 degrés, changement total. Voilà. Voilà, le témoignage d'Alia qui est venue avec son bébé d'1 an et demi et ses 2 chiens dans un gymnase de Longjumeau. Si je voulais vous faire écouter ce son, Christian Gaulier, c'est que on sait que le dérèglement climatique, il provoque plus de tempêtes, plus d'inondations. C'est des sinistres qui coûtent des milliards, plus de 6 milliards d'euros aux assureurs français sur l'année 2023. Et quand les ONG disent que faire des économies aujourd'hui sur la transition écologique, c'est se préparer à de nouvelles dépenses, c'est de ça dont il s'agit ? Alors bien sûr, le coût de l'action est plus faible que le coût de l'inaction. C'est pour ça qu'il faut agir. Mais maintenant, il faut reconnaître que le coût de l'action n'est pas nul. Il est positif et les gens sont pas toujours prêts à porter ces coûts-là. Donc néanmoins, constatons aussi que on pourrait espérer une prise de conscience des citoyens, des consommateurs, des entreprises à la suite de l'émergence de ces catastrophes climatiques et météorologiques, comme on en vit ces jours-ci en France. C'est pas, hélas, ce qu'on voit. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt un backlash climatique, avec, regardez par exemple ce qui s'est passé en janvier-février au niveau de l'agriculture, avec une reconnaissance et un soutien de l'opinion publique face à des acteurs de l'économie qui polluent, les agriculteurs polluent comme nous polluons tous, et une volonté de relâcher les contraintes qui pèsent sur cette catégorie
nos concitoyens. Donc aujourd'hui, la possibilité que nous observions des désastres climatiques ne nous donne pas beaucoup d'espoir que les gens changent leur mentalité. Regardez aux élections européennes à nouveau, au mois de juin, dans les villes sinistrées dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'a pas vu une montée massive du vote écologique. C'est plutôt le contraire qui s'est passé dans un certain nombre de villes victimes de ces inondations. L'année dernière, en 2023, on a plutôt vu une baisse de l'électorat vert. Merci beaucoup Christian Gaulier, économiste, spécialiste des questions d'environnement, directeur de l'école d'économie de Toulouse. Merci d'avoir répondu à nos questions avec Guillaume Fariol, spécialiste environnement de France Info. Merci beaucoup Guillaume, car effectivement il y a ce budget, avec un budget qui est en hausse, mais quand on regarde sur les questions climatiques, eh bien il y a des endroits où ça taille de manière importante, notamment la prime Rénov' que de nombreux Français connaissent. Merci beaucoup. Dans un instant, l'invité d'Agathe Lambré, c'est Benjamin Haddad, ministre de l'Europe, alors que la France a convoqué l'ambassadeur d'Israël après des tirs sur des casques bleus au Liban. À tout de suite. Mercedes-Benz. Et là, quand j'arrive, grand sourire à l'entrée, petit café délicieux, canapé très confortable, un personnel aux petits soins. Sympa. Et il est où cet hôtel ? Ah non, je te parle des salons privés Mercedes-Benz. Jusqu'au 26 octobre, tu as droit à un accueil privilégié chez tous les distributeurs participants pour essayer les modèles disponibles. Et tu peux profiter des offres du moment pour trouver la Mercedes de tes rêves. Super, je vais réserver. Ah non, même pas besoin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. France Info Météo avec Malongo. Ses cafés bio, équitables, ses doses en papier naturel, sa machine expresso fabriquée en France. Sur malongo.com, c'est la liberté d'expresso. Sébastien, il y a certains Français ont vu le soleil aujourd'hui, il ne sera pas là demain. Pas pour tout le monde en tout cas, les pluies ne seront pas aussi conséquentes que ce qu'il est tombé lundi et surtout mercredi. Mais effectivement, il faut s'attendre à un temps gris et humide pour demain. Seule la Corse et le sud de la Garonne, le midi toulousain jusqu'à l'Aude et aux Pyrénées-Orientales garderont un soleil omniprésent. Le ciel sera tout de même bien voilé. Partout ailleurs, la journée sera émaillée de pluie ou d'averses. C'est sur les Cévennes que les cumuls seront les plus importants. Au nord de la Seine jusqu'au Grand Est et du Jura à l'est du Rhône, les pluies arriveront après la mi-journée. Et puis en matinée, de belles éclaircies arriveront quand même à se développer entre la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Ambiance de plus en plus douce dans le sud-ouest. Oui, la douceur va s'installer dans les prochains jours, en particulier dans le Pays Basque. D'ailleurs, dès le lever du jour, il fera 18 degrés à Bayonne et le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés demain après-midi. Ailleurs, les températures seront plus proches des normales de saison, voire un peu basses pour la saison sous les pluies. Prévoyez 12 à 20 degrés en général, avec jusqu'à 23 degrés en Corse et donc 25 degrés sur le Pays Basque. Sébastien Léas, Météo France, merci beaucoup. France Info Soir, merci d'être avec nous, il est 18h30. Un nouveau point sur l'actualité, Claire Chekagli. Le verdict de l'agence de notation Fitch ce soir après la clôture de Wall Street et au lendemain de la présentation du budget 2025. Parmi les secteurs visés par des coupes budgétaires drastiques, l'aide au développement. Les pays les plus pauvres recevront 1,3 milliard d'euros de moins des caisses de Paris. Un choix à rebours des efforts faits en ce domaine sous la présidence Macron, Louise Baudet. Oui, le budget global de l'aide au développement cette année, c'est près de 6,5 milliards d'euros. L'an prochain, ce devrait être un peu plus de 5 milliards, soit des crédits amputés de 20%, moins de soutien aux pays et aux populations les plus vulnérables, moins de financement de programmes mondiaux contre le sida, le paludisme ou la tuberculose. Tous nos programmes vont être impactés, reconnaît le Quai d'Orsay, d'autant qu'un premier coup de rabot près de 800 millions d'euros est intervenu en février dernier, au désespoir des humanitaires, alors qu'au Proche-Orient ou au Soudan, la guerre provoque des crises sanitaires et alimentaires, crises aggravée au niveau mondial par le changement climatique. Moins d'aide au développement, c'est aussi moins d'influence française, notamment à l'ONU, car si on veut compter autour de la table, glisse un diplomate, il vaut mieux avoir fait un chèque. Diplomatie d'influence renforcée sous la présidence Macron, qui a fait de la France en 2022 le 4e pourvoyeur d'aide dans le monde au diapason des engagements présidentiels réitérés. Effort aujourd'hui balayé, même si au Quai d'Orsay, on relève que l'aide au développement reste supérieure à ce qu'elle était il y a 7 ans.
Merci Louise Baudet. Le son des sirènes d'alerte antiaérienne dans plusieurs dizaines de localités dans le nord-ouest d'Israël cet après-midi. Environ 80 projectiles ont été tirés depuis le Liban, c'est ce qu'indique l'armée de l'État hébreu. La nature des armes utilisées n'est pas précisée. Cette attaque intervient alors que le pays s'apprête à célébrer Yom Kippour, jour du grand pardon, l'une des fêtes les plus importantes pour les Juifs. Et puis l'ambassadeur d'Israël en France sommet de s'expliquer au Quai d'Orsay. Le diplomate a été convoqué après des tirs de l'armée de l'État hébreu sur la Finule. 2 casques bleus ont été blessés, dont un grièvement. 3 morts en Martinique. Bilan des violences sur fond de contestation de la vie chère. 2 motards ont été tués dans un accident la nuit dernière alors qu'ils roulaient à contresens. Peut-être faisaient-ils partie des manifestants, a précisé la procureure de Martinique. La magistrate indique qu'un meurtre a également eu lieu. Donald Trump en campagne dans une zone de guerre. C'est ce que le candidat républicain veut en tout cas faire croire en se rendant à Aurora dans l'ouest du Colorado. Cette ville avait défrayé la chronique parmi les Trumpistes. Une vidéo diffusée en boucle sur les comptes